calculs qui sont maintenant un petit peu vieillots, hein, qu'on va voir, ont été repris récemment, en 2013, hein, avec une approche différente. Voilà. Donc, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Daniel, ce que j'avais pensé, c'était, si vraiment les gens étaient intéressés, de refaire une séance, mais comment un peu débat. Chacun peut s'exprimer, si chacun a des idées, voilà, d'avoir le point de vue de tout le monde. Hein. Donc, ce qui repousserait oui, essayer de voir, c'est parce que là j'ai fait de mal. Non, je disais un petit café débat. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, bon, on verra. Alors, donc ce soir, on va avoir plusieurs choses. Alors, bon, en introduction, je vais vous passer un tout petit film très court de 2 minutes sur le Père Noël Hervé. Bon, il y en a peut-être beaucoup qui connaissent. Qui est un vulgarisateur, un astrophysicien qu'on voit souvent, enfin, on va dire souvent à la télévision, un peu moins maintenant. Ça a été remplacé par des émissions, d'autres émissions, voilà. Et donc, on va rentrer par ce petit film. Après, on va pouvoir. Bon, un petit rappel sur la BSC, enfin un point de vue, hein, c'est pas la BSC au total, un petit point de vue sur la cosmologie, parce que ça c'est important dans notre débat. Après, 3 notions pour comprendre, parce que si vous voulez, la question, on a affaire à un paradoxe, et pour comprendre ce paradoxe, il faut bien comprendre les 3 éléments sur lesquels il est construit. Après, donc, sur les extraterrestres, comment comprendre la question, en fin de compte. Paradoxe de Fermi, suite à ça, il y a eu 5 hypothèses, donc on va voir également les... Enfin, en réalité, c'est 4 hypothèses, j'en ai rajouté une. Si vous voulez, je ne peux pas être précis sur ce sujet-là, parce que ça a été tellement controversé, les gens ont tellement parlé, etc., on trouve beaucoup de choses différentes. Donc j'ai essayé de repartir sur Wikipédia avec un petit peu ce qu'on avait à l'origine. Hein. Donc c'est un petit peu difficile. Alors, dans l'hypothèse de départ, il y a 4 hypothèses. Je dis le paradoxe de départ, j'en ai rajouté une parce qu'il me semble vraiment qu'elle est essentielle. Et puis après, on verra, ayons l'esprit critique, des fois on voit des observations. On ne sait pas dire que toutes les observations, enfin au stade des observations, on s'entend bien qu'on parle d'OVNI. On ne parle pas d'extraterrestres. Hein. Si on a vu une soucoupe volante, ça peut très bien être si c'est en Amérique, ça peut être très bien les Russes qui ont une soucoupe volante ou pas. Je dirais que tant qu'on n'a pas la preuve, ça reste un OVNI. Par contre, des fois, il y a des hypothèses qui sont quand même pas forcément très bonnes, donc ça vous permettra, vous, d'avoir un esprit d'analyse, on va dire, par rapport à ce type de situation. Voilà. Donc c'est parti. Alors, donc là, j'attaque par le petit film qui n'est pas très long. Hein. Alors, ça tourne autour de la question, est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Et une idée généralement populaire, c'est que non, il y a beaucoup de planètes habitées avec des civilisations. Cette idée n'a aucune preuve, on n'a aucune preuve. Mais Fermi, Enrico Fermi, c'est un physicien italien, ceux qui ont découvert la force nucléaire, d'ailleurs, dans les années 1930, Fermi faisait remarquer que, à propos de cette question, un jour, il y a eu cet événement, il s'est tourné autour de lui comme ça, et il a dit, mais moi, je ne les vois pas. Les gens ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il dit, voilà, ici sur la Terre, nous avons évolué depuis l'humanité est apparue il y a quelques centaines de milliers d'années. Il y a quelques décennies, on a commencé à découvrir la physique, les moyens de transport, et aujourd'hui on est en mesure d'aller sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter.
Et il y a de bonnes raisons de penser que d'ici quelques temps, on ira peut-être sur les autres étoiles. Peut-être ça prendra du temps. Alors il s'est dit ceci. Donc notre civilisation, elle est arrivée à ce stade où elle peut commencer à explorer son système planétaire et à plus long terme le système des étoiles. Alors il dit, s'il y a d'autres civilisations, il n'y a aucune raison que ces civilisations aient débuté en même temps que nous. Ouais. Il est tout à fait possible que ces civilisations, il y en ait qui soient bien plus avancées que nous et d'autres qui en soient encore au niveau des dinosaures. On peut imaginer qu'il y a toute une série, distribution. Ouais. Alors, s'il y a des civilisations en très grand nombre, comme vous le prétendez, ces civilisations, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas arrivés déjà depuis longtemps à un niveau technique tel qu'ils peuvent explorer l'ensemble de leur galaxie. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, je ne comprends pas, si tel est le cas, que nous n'ayons pas déjà été visités par un grand nombre de civilisations beaucoup plus avancées que nous, techniquement. Et c'est ça qu'on appelle le paradoxe, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la question, l'objection, c'est une objection. Donc, bon, c'est effectivement une rive définit bien le paradoxe de Fermi, hein, mais on va reprendre en détail les points essentiels de ce qu'il veut dire. Hein. Voilà, alors, bon, simplement là, on va. Donc, avant, on a besoin de quelques éléments. Au niveau de la cosmologie, aujourd'hui, bon, quand on dit cosmologie, c'est l'étude de l'univers. Dans l'étude de l'univers, c'est également ce qu'on appelle le modèle standard de la relativité générale d'Einstein, ça date de 1915. Et donc là, on part du principe que l'univers à grande échelle présente le même aspect dans tous ses points, c'est-à-dire qu'il est homogène et isotrope. Si vous voulez, pour faire très simple, là, ça veut dire si je me promène au milieu du Pacifique ou au milieu de l'Atlantique, si vous regardez l'horizon, vous voyez toujours le même horizon. Il n'est pas différent qu'on soit sur quel point, n'importe quel point de la Terre. Donc c'est un petit peu la même chose dans l'univers, hein, il n'y a pas de point privilégié où je peux dire que je suis au bord de l'univers ou au centre, ça n'existe pas. Donc ça c'est la première chose. Homogène, ça veut dire que la matière est répartie, pas exactement pareil, mais on a une structure à grande échelle qui est un petit peu la même partout. La matière, on la retrouve homogène partout. Alors ça va entraîner des choses, hein, dans le sens où les lois de l'univers sont identiques partout. Donc ce qui veut dire très simplement la force électromagnétique d'un électron, toutes les lois de la mécanique quantique, et très simplement la gravité, la gravitation, toutes les lois qu'on connaît couramment, qu'on utilise. Ce qui veut dire également, si je prends par exemple une planète qui sera habitée par des extraterrestres, si eux fabriquent une voiture, ils vont être confrontés au même problème que nous. Étant donné que les lois physiques sont les mêmes que chez nous, il va falloir la faire rouler, donc elle aura des roues qui seront rondes, il faudra de l'énergie, ça sera peut-être de l'hydrogène ou de l'hélium-3, peu importe s'ils sont très avancés, mais dans tous les cas, ils seront confrontés à la même physique que nous. De même que si je prends le poids, le poids d'un extraterrestre qui serait sur une plus petite planète que la nôtre, donc il va se trouver plus léger par rapport à nous parce qu'il y a moins d'attraction, mais la formule pour calculer son poids sera exactement la même que chez nous. Il n'y a pas de différence. Ils auront peut-être une manière différente de le formuler, ça c'est possible. Hein. En mathématiques, on a plusieurs manières. La géométrie ou l'algèbre sont deux choses différentes de formuler les choses. Eux ont peut-être inventé une troisième chose, mais en tout cas, ça sera la même chose. Simplement, je fais une petite, par rapport à la photo, là, quand même qui est intéressante. Ça, si vous voulez, c'est une photo qui a été considérée comme une des plus belles photos de Hubble, hein, dans les quantités de photos. Pour la simple et bonne raison, nous, on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée.
Donc, notre galaxie, bon, on ne peut pas la prendre en photo parce qu'on est dedans. C'est un petit peu comme si vous êtes dans une forêt et vous savez qu'il existe des tas de forêts autour. Vous habitez un village, vous êtes dans une forêt et il y a une dizaine de forêts autour de vous. Mais seulement si vous regardez à travers la forêt, vous allez voir que des arbres. Donc il est quasiment impossible de voir les forêts qui se trouvent autour de vous. Et donc là, dans ce cas-là, Hubble, qui est un télescope qui a pris cette photo, à un moment donné, il a réussi à passer, par rapport à mon image, entre tous les arbres. C'est un petit peu comme si on avait un trou entre les arbres et qu'on arrive à percevoir toutes les forêts qui sont autour de nous. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, chaque point que vous voyez ici, ce n'est pas un soleil, c'est une galaxie. Bon, celle-ci, on la voit, on voit un petit peu sa forme spirale, également ici, mais tous les points là sont des galaxies. Donc ça peut être, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, on peut penser que c'est une photo classique d'étoiles, mais en réalité c'est vraiment incroyable le fait de pouvoir passer avec un angle très restreint, donc, entre les étoiles, puisqu'on est dans une espèce de brouillard de poussière. Donc voilà pour la petite histoire. Bon, c'était plus du fun qu'autre chose, mais bon. Voilà. Alors, donc la première notion qu'on va avoir, c'est le calendrier de Carl Sagan, qui était quelqu'un qui a travaillé à la NASA, un astrophysicien très connu. Bon, actuellement il est mort. Il a écrit une encyclopédie qui est très très bien écrite, qui est très intéressante, traduite en français. Vous pouvez vous la procurer pour 3 € à la foire au livre à Belfort. J'ai encore vu qui se promenait dans les rayons. Voilà. Alors donc, Carl Sagan, à un moment donné, a fait ce qu'on appelle un calendrier cosmique. Alors un calendrier cosmique, c'est le moyen de se représenter le temps depuis le début du Big Bang. Donc le Big Bang, c'est vraiment le début de l'univers. C'était un point primitif où, bon, je ne vais pas revenir trop en détail là-dessus parce que ça prendrait trop de temps, mais où à partir de là, l'univers a gonflé et ça s'est passé il y a 13,8 milliards d'années. Bon, c'était 13,7, maintenant il y a un chiffre qui a été corrigé dernièrement par les satellites, je ne sais pas si c'est plan, mais peu importe. On sait que c'est à peu près 13,8 milliards. Alors se représenter 13,8 milliards en tant qu'être humain, bon, on sait peut-être ce que c'est pour certains, mais ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'est des millions de millions, c'est des 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors lui, il s'est dit pour représenter ça, c'est un petit peu comme si vous voulez représenter une voiture sportive et puis vous achetez la maquette. Donc vous avez une bonne représentation. Quand vous regardez les roues, vous voyez la grosseur que ça fait par rapport au reste, vous avez une bonne représentation. Donc c'est un peu une forme de maquette. Et donc lui va représenter le début de l'univers, enfin les 13,8 milliards d'années par un ange. Donc il y a le 1er janvier à la première seconde, c'était la naissance de l'univers, et le 31 décembre à minuit, à la dernière seconde, c'est aujourd'hui. Donc ça permet de se représenter les choses. Voilà. Alors, donc il a noté des éléments dans la ligne de temps, si vous voulez, pour qu'on puisse se repérer. Alors voilà ce que ça donne. Alors, le 1er janvier, forcément, c'est le Big Bang. Alors, entre le 1er janvier et le mois de mai, ça c'est long, il se passe pas mal de mois. Dans cette période-là, bon, il y a les galaxies naines, la nucléosynthèse au début, enfin, il y a pas mal de phénomènes qui vont se passer, mais ça ne nous concerne pas directement au niveau de la Voie lactée. Et c'est vraiment le 1er mai, donc, où la Voie lactée est créée. Et vous remarquerez, entre le 1er mai et le 9 septembre, il y a une période qui est relativement longue. Quasiment la même période où il se passe, où nous on va arriver. Là, c'est le 9 septembre, c'est la formation de notre système solaire. Donc, quand on dit système solaire, c'est le Soleil avec la Terre et les planètes qui sont autour.
Donc ça va se passer relativement assez tard, hein, où il y a plusieurs mois, où il se crée des galaxies, mais la nôtre n'est pas tellement concernée, n'est pas encore concernée. Nous, on va arriver vraiment relativement tard. Alors là c'est noté important, parce qu'effectivement, pour la suite, hein, ça va avoir une incidence directe sur la théorie. Bon, ensuite, je vais passer relativement rapide, hein, origine de la vie sur la Terre, etc. Là, on voit, ça, si vous voulez, ça représente les 13 milliards d'années. Hein, donc là, c'est le Big Bang. Là, c'est la nucléosynthèse. Là, c'est les atomes qui commencent à se former. Et donc, au bout de 300 000 années, l'univers devient transparent. Hein, donc c'est pour ça qu'on commence à avoir du noir. Là, on a les galaxies naines, etc. Et aujourd'hui, notre galaxie se situerait ici. Hein, donc c'est une représentation un peu schématique, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ce type de représentation, bon, c'est pas très gênant. Hein. Voilà. Donc là, on arrive au 1er décembre. Donc vous voyez quand même, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que la maquette, elle est sur un an. On a passé 364 jours et c'est seulement le 1er décembre que la formation de l'atmosphère va se faire, en fin de compte. Voilà, donc après, bon, il y a les phénomènes excusez-moi, je vais plus vite. Il y a pas mal de phénomènes qui vont se passer. La fin du Crétacé, donc c'est la disparition des dinosaures. Ça s'est passé il y a 65 millions d'années, hein, environ. Donc 65 millions d'années, ça correspond en réalité sur le calendrier à peu près à un peu plus d'un jour. Voilà, j'ai fait le calcul, c'était 44 millions d'années, et puis là on est sur 65 millions. Hein. C'est pas, bon, si vous voulez, dans ce genre de schéma, on ne cherche pas une précision absolue, là, c'est clair. Hein. On cherche à bien pouvoir se représenter cette période. Voilà. Donc, le 31 décembre, bon, je saute ici hein, à 23h50, donc les premiers hommes ont été capables de faire du feu. Donc ça s'est passé, à notre échelle, ça s'est passé il y a 10 minutes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, toujours, hein, on est quand même dans quelque chose assez incroyable hein, au niveau du temps, hein, parce que si on dit ça s'est passé, bon, il y a 8 millions d'années, bon, c'est un peu difficile de se représenter. Mais là, on peut dire que ça s'est représenté il y a 10 minutes. Hein, donc, c'est pas rien. Et si on continue, l'homme de Cro-Magnon, hein, donc l'homme de Cro-Magnon, bah, c'était un petit peu avant les Égyptiens, hein, il n'y a pas très longtemps, ça s'est passé il y a 2 minutes. Voilà. Hein. Là, je vous ai mis une néandertalienne, hein, parce que, bon, à cette époque-là, il y avait aussi des femmes. Parce que quand on prenait l'homme de Cro-Magnon, on était toujours des hommes. Mais voilà, bon, c'est vrai que lui, il est moins beau. Mais alors, on continue. Alors, à 23h59, donc 23h59, c'est il y a une seconde. Donc il y a une seconde, bon, c'est pareil, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, c'était la Renaissance. Bon, je passe sur les détails, hein, l'invention de l'agriculture, l'alphabet, tout ça, la naissance de Jésus, donc l'an 2000, hein, enfin moins 2000 par rapport à aujourd'hui, pour aller sur cette dernière seconde. Donc cette dernière seconde, c'est la période de la Renaissance, avec toute la technologie. Là, on sait que c'est une période qui va être très très forte hein, au niveau des inventions, tout ça, pour terminer à minuit aujourd'hui. Bon, ici j'ai répété une seconde hein, équivaut à 400 ans, donc 37 millions, hein, donc au moins une seconde, 65 millions, bon, c'est un petit peu du même ordre. Voilà, alors dans cette dernière seconde, hein, par rapport à un an, on a inventé tous ces gadgets, hein, dans la dernière seconde. Hein. Ça veut dire que depuis une seconde, l'homme va sur la Lune, on utilise du GPS, des téléphones portables, il y a le TGV, il y a Ariane, il y a des robots qui explorent Mars, on a fait le retour de Jupiter, et Voyager
sort de notre système solaire actuellement. Enfin, il est déjà même, on ne connaît pas tellement les barrières, donc c'est mal défini, mais en tout cas, il en est pratiquement sorti. Voilà. Alors donc ça, c'était, si vous voulez, la première notion qu'on va avoir besoin de dire comment, comment l'univers existe depuis 1 an, et en 1 seconde, on a fait tout ça. Je dirais par extrapolation, déjà à ce niveau-là, on pourrait dire qu'est-ce qui va se passer dans 1 seconde. Il y a 1 seconde, on n'avait pas la lumière, on n'avait pas l'ampoule électrique. Dans 1 seconde, la GPA n'est pas à fond, par exemple. Mais comment, voilà, on fera souvent des clones, on mélangera peut-être des clones dans des robots. Enfin, hein, ça n'a rien d'extraordinaire quand on tient compte de ça. Hein. Alors, je vais sur la deuxième notion. Hein. Voilà, je vous voyez ici, hein, on va sur la deuxième notion. Donc c'est la fameuse équation de Dirac, hein, qui est reprise systématiquement dans les démonstrations de Fermi. Alors, on ne va pas faire de mathématiques, je vous rassure. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, si vous voulez, cette équation, d'une certaine façon, elle est simple, d'une manière déconcertante, hein, parce qu'il n'y a pas de puissance, tout ça, c'est simplement des nombres hein, qu'on va multiplier entre eux. Sachant néanmoins que chacun de ces nombres-là, hein, si je prends celui-là au hasard, c'est peut-être 10 ans de calcul, d'ajustement, de réflexion, etc. Hein, c'est pas parce qu'elle est simple que les éléments qui la composent, eux, sont extrêmement compliqués. Voilà, donc les éléments qui la composent, donc voilà tous les éléments. Alors, N, ça va représenter le nombre de civilisations extraterrestres, potentielles, hein, bon, c'est évident qu'on parle de potentiel, on les a pas vus, dans notre galaxie. Et après, donc, c'est les éléments, ici, qui vont permettre de définir donc le N. Alors, je passe assez rapidement parce qu'on va les reprendre un par un, parce qu'ils sont intéressants de comprendre comment ça fonctionne en astronomie. Alors, le premier élément, c'est R. Donc, c'est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie. On sait par l'observation, hein, donc bon, l'équation est un petit peu ancienne, mais dernièrement, on a amené pas mal de corrections, et on sait que, bon, il y a des statistiques, hein, mais si on observe une certaine région, on observe une autre région, et à chaque fois, on obtient des modèles qui sont relativement identiques, on peut faire des statistiques. On revient à la première idée au départ où on disait que l'univers est homogène, donc ce qui veut dire que ça se passe un peu partout de la même manière. De ce fait-là, on doit retrouver les chiffres. Les chiffres doivent être cohérents. Hein. Alors, donc, notre galaxie, nous on est dans une galaxie qu'on considère relativement grosse. En moyenne, on considère 100 milliards d'étoiles par galaxie. La nôtre, on est sur 200 milliards, on a rarement 100 milliards, et dans certains cas, on peut voir même 300 milliards. Enfin, sur des cas, ça peut arriver. Et donc, on estime que dans notre galaxie, il y a à peu près 10 étoiles qui se forment en moyenne dans notre galaxie. Donc, ce chiffre, c'est un terme de l'équation qui est relativement fiable, relativement juste. Ça ne sera pas toujours comme ça, je veux dire, c'est même un des plus justes. Alors, FP, hein, donc toujours le terme de l'équation, le deuxième, c'est la fraction de ces étoiles possédant des planètes. Parce qu'on peut très bien avoir dans notre galaxie des étoiles qui sont seules. Il n'y a pas forcément un cortège de planètes autour. Donc on a estimé dans ces étoiles la possibilité, quel est le taux d'étoiles possédant une ou des planètes, hein, et donc on est sous le chiffre de 15%. Donc ce chiffre va être repris plus tard dans l'équation. Bon, c'est pareil, hein, ça c'est un chiffre qui est une bonne estimation. Voilà, il a été corrigé encore dernièrement, il est relativement... là, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Là, effectivement, les étoiles binaires ne vont pas être comptabilisées. Quand on dit étoiles binaires,
ça veut dire comment un système solaire où il y a 2 étoiles, 2 soleils. Donc si on est sur des systèmes binaires, du fait qu'on a que c'est très très énorme au niveau de la gravitation, on va avoir des perturbations énormes. Et donc là, si on a une planète même habitable dans cette zone-là, elle va être constamment perturbée et on sait qu'il n'y a pas de vie possible. Donc ça, c'est l'esprit de l'équation, hein, ce type de choses. Voilà. Après, on a donc ce paramètre-là, c'est le paramètre qui nous indique sur ces planètes-là, sur celles qu'on a retenues, on va reprendre un pourcentage des planètes où la vie est possible. Alors attention, là quand on dit la vie, c'est pas la vie d'extraterrestres, enfin on va dire la vie évoluée, ça peut être que des bactéries par exemple, hein, mais on va considérer que c'est de la vie. Hein, par exemple sur Mars, si on trouve de la vie, bon ça m'étonnera apparemment parce que c'est mal barré pour l'instant, mais si on en trouve, ça ne sera pas une vie, on est bien sur des bactéries. Hein. Donc là c'est la même chose, hein, toutes les planètes sont prises en compte. Hein. Voilà. Donc là, on est sur un tiers. Alors, apparemment, les astrophysiciens ne se sont pas trop embêtés parce qu'ils ont regardé dans notre système solaire. Voilà, donc, dans notre système solaire, on estime que ça pourrait être 1 sur 3 planètes telluriques. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, ce chiffre est relativement correct, on va dire. Voilà, donc là je reviens un petit peu quand même sur l'histoire des 2 zones habitables. Donc ici on a représenté notre Soleil. Alors donc il a une masse solaire de 1, c'est la référence. Hein. Donc par exemple quand je prends 2 ici, ça veut dire que c'est un Soleil qui a 2 fois la masse solaire de celui-ci. Et à l'inverse, 0,5, ça veut dire qu'il a la moitié de la masse solaire de notre Soleil à nous. Donc ça c'est une zone habitable. Hein. On va dire par rapport à la masse du Soleil. Attention, le bandeau bleu, il ne se continue pas, là, il est bien arrêté, hein, il est bien coupé à ce niveau-là. Donc par exemple, ici on a notre système solaire à nous, hein, avec nos planètes. Donc là c'est les 4 telluriques. Donc telluriques, ça veut dire que c'est des planètes rocheuses, hein, qui sont dures. Par exemple, Jupiter est une planète gazeuse. Donc on va s'enfoncer dedans. Hein, donc c'est pas très intéressant de la prendre en compte. Idem pour tous les autres. Hein, ça c'est tous des planètes gazeuses. Hein, les 4 là. Et donc les 4 là elles sont sont telluriques. Alors par exemple la Terre, hein, nous on se trouve ici actuellement. La Terre est parfaitement dans la zone habitable, c'est-à-dire qu'elle est à une certaine distance. Si vous voulez, Mercure est beaucoup trop près. Donc il n'y a pas de vie possible. Mars, il est juste dans la zone, hein, avant de la zone, hein, donc c'est plus difficile de dire. Hein. Par contre, là, si on est sur un Soleil qui est plus gros, ça veut dire plus de chaleur, plus de lumière, donc forcément, la planète habitable va se retrouver ici. Hein, parce qu'il va falloir reculer du fait que ça chauffe. Hein, c'est un peu comme si vous êtes devant votre cheminée le soir, hein, et à l'inverse, ici, vous allez vous approcher, hein, parce que là, on est sur un petit soleil qui chauffe moins. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Ça, c'est un terme que ceux qui s'intéressent à des articles ou autres, ils trouveront assez souvent ce terme-là. Alors, ensuite, on est sur les planètes qu'on a retenues où il y a de la vie potentielle, c'est-à-dire des bactéries. Maintenant, par rapport à ces planètes-là, ça ne va pas à chaque fois se transformer en vie intelligente, en vie animale. Hein, bon, je rappelle que l'homme ou la femme est un animal, hein, on ne peut même plus dire social parce que le terme est faux, hein, mais un animal humain, mais c'est un animal quand même. Donc intelligente, ça veut dire que ça serait une forme d'animal qui aurait évolué. Alors, par contre, ce terme-là, autant dire honnêtement que c'est assez le flou artistique. Hein. Il est relativement difficile à définir. Ça, c'est pas du tout pris en compte dans l'équation. Hein. Il y a quelqu'un qui avait fait les calculs en 2013 en prenant en compte ce paramètre-là, mais ça, c'est pas pris en compte du tout. Hein. On est capable
capable et désireuse de communiquer. On est, à chaque fois, on a repris un pourcentage, hein, c'est-à-dire on a pris un pourcentage des planètes où il y avait des bactéries, on reprend dans cette quantité de planètes, on refait un pourcentage où la vie peut évoluer, et là on refait un pourcentage, est-ce que les gens qui habiteraient sur cette planète-là ont envie de communiquer. Alors, donc là on a le chiffre de 1/4, ce qui veut dire que si vous avez 4 planètes, comme nous, vous aurez une planète qui voudra absolument communiquer. Alors ça, c'est une étude qui sort un petit peu de l'astrophysique, qui part du postulat que la Terre, il y avait des tas de civilisations isolées, hein, et comment on a évalué à plus de 25% de civilisations qui ont voulu évoluer, hein, qui sont parties, parce que on descend tous des singes, enfin des bonobos. Ça a donné des Africains qui sont partis du centre de l'Afrique. Hein, donc à cette époque-là, il y avait peut-être environ 6000 personnes, pas plus. Hein, c'est quand même un petit village. Et après, on retrouve tout ça sur la planète. Hein, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment l'envie de se balader, d'explorer, de ne pas rester isolé. Donc l'étude a été reprise par rapport à ces chiffres-là. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, alors ça, et donc là c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation. Effectivement, on peut se poser la question, si on prend l'exemple de la Terre, est-ce qu'au bout d'un moment, quand la technologie devient trop évoluée, est-ce que les gens ne s'autodétruisent pas? Aujourd'hui on regarde, la France est en guerre avec 3 pays, il y a la bombe nucléaire. On nous dit que c'est plus des opérations chirurgicales, mais bon, même en tant qu'opération chirurgicale, ça fait un petit peu peur, hein, surtout quand on dit il y a une seconde on n'avait pas la lumière, on l'a depuis une seconde, et quand on voit un petit peu où ça peut être la pollution. Aujourd'hui, on a beau dire aux hommes politiques, il faut freiner, la planète est à danger, si on continue comme ça, il faudrait 5 planètes, mais pas une, pour subvenir aux ressources, et puis on ne voit rien de vraiment positif de fait. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'à chaque fois, ça ne se détruit pas et puis ça ne recommence pas à zéro sur une autre planète, etc. Donc ça, c'est un paramètre qui est pris en compte. Bon, je ne vais pas être pessimiste, hein, mais voilà, je traduis les paramètres. Voilà. Alors tout ça, on va mettre ça dans la moulinette, hein, on va voir ce que ça donne, et ça nous donne 250 000 civilisations potentiel. Alors ça, c'est un chiffre optimiste, dans le meilleur des cas. Parce que comme je vous ai dit au départ, l'équation a tellement été reprise par des tas d'astrophysiciens, c'est un petit peu même, ça date quand même, donc on trouve des tas de choses différentes. Alors, donc moi j'ai classé, si vous voulez, les optimistes, les standards, les pessimistes, alors ça nous donne à peu près 250 000 en moyenne pour ces gens-là. Hein? Donc ça veut dire que dans notre galaxie, alors attention, je parle toujours que de la galaxie, hein, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, même s'il y avait de la vie dans une autre galaxie, il faudrait déjà que ce soit une galaxie proche, par exemple Andromède à la limite, qui va bientôt se mélanger avec la nôtre. Et à ce moment-là, on pourrait penser qu'à un moment donné, on pourrait peut-être passer d'une galaxie à une autre. Par contre, pour ce qui est des autres galaxies, avec l'expansion de l'univers, il arrivera un moment, la lumière ne lui parviendra même plus. Donc, comme la vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière, même un gars qui est sur une autre galaxie, même s'il part en direction de notre galaxie, il n'arrivera jamais chez lui, parce que l'univers va s'étendre en même temps qu'il avance. Voilà. Donc 250 000 civilisations dans nos galaxies, hein, ce qui fait un chiffre quand même assez énorme. Alors ça c'est pas très optimiste, on va dire c'est optimiste tout court. Donc là effectivement ça chute pas mal, on tombe sur 5000. Et ensuite on a un calcul pessimiste, c'est un peu le calcul de Drake, hein, celui qui est l'auteur de cette équation-là, où on arrive à 1000 civilisations. Enfin, 1000 civilisations,
où la vie est potentiellement possible, ça fait du monde. Alors, par contre, alors ça, je l'ai rajouté parce que ça, c'est très très récent. Ça nous vient de Kepler, hein, où ils ont publié dans la revue Nature que Kepler nous donne comme un calcul de 9 milliards de planètes, ce qui est relativement énorme. Mais d'ailleurs, tout de suite, il y a des tas d'astrophysiciens qui n'étaient pas très très d'accord, mais ça a été pour l'instant confirmé quand même, où il est quand même maintenu, ce chiffre-là. Donc ce qui est énorme, mais ça, je vous dis, c'est le chiffre, il date de 2013, donc c'est très très récent. Alors attention, quand on dit habitable, ne veut pas dire habité. On pourrait très bien imaginer une planète où elle est habitable, il y a de l'eau, il y a toutes les conditions, mais peut-être qu'au départ, il faut peut-être de l'ADN, on ne sait pas trop d'ailleurs comment ça s'est passé, ça fera l'occasion de la prochaine conférence sur le cas, mais comment ça s'est passé. Donc il y a peut-être tous les éléments, mais il n'y a peut-être pas la petite chose déclencheuse, et la vie ne démarre pas. Donc à ce moment-là, on va dire qu'elle est habitable, elle a tous les paramètres, mais ça ne veut pas dire habitable. Vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas facile d'évaluer les paramètres, ça dépend de beaucoup de choses, donc ce n'est pas à prendre à la lettre, donc d'une manière plus honnête, on va parler de fourchette. Même si on se met dans le cas le plus bas, on peut se mettre sur une moyenne, par exemple, de 1000 chiffres estimés par seulement une centaine au cas où. Alors, là, je cite quand même cet astrophysicien qui, en 2013, a repris l'équation, mais lui, si vous voulez, au niveau de l'équation, il l'a transformée et il a enlevé tout ce qui était radio, parce que sur l'équation de départ, on va beaucoup se fier au radiotélescope, et lui va se fier simplement au biomarqueur. Donc le biomarqueur, si vous voulez, c'est par exemple si on peut observer par l'atmosphère d'une planète, s'il y a une vie, on doit retrouver. Donc lui, il va se baser plus sur le fait de dire s'il y a de la vie, il y a du méthane, donc à ce moment-là, je la prends en compte. S'il n'y a pas de méthane, je ne la prends pas en compte. C'est une approche différente qui est forcément plus évoluée, mais à l'époque, on ne pouvait pas utiliser cette méthode-là. Donc ça, c'est très très récent. C'est toujours pareil, c'est tellement récent qu'il faut voir ce que ça donne. Peut-être que dans 10 ans, on aura des choses plus précises. Là, on va aller sur la troisième notion. Alors là, on s'intéresse plus à l'être humain, dans le sens où la nature intrinsèque de l'homme l'incite en permanence à voir au-delà de notre horizon. Je reviens un petit peu sur les 6000 Africains qui sont partis et qui se disent il faut absolument explorer la planète, comme s'il y avait un gène. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire. Souvent, chez moi, j'ai une petite terrasse avec des autobloquants, et quand j'arrive, je vois des fois des escargots qui sont au milieu de la terrasse, et je me dis comment ça se fait qu'il est parti de l'herbe pour explorer cette partie-là, parce qu'à chaque fois qu'il fait du soleil, l'escargot, forcément, il meurt. Donc on se dit c'est un sacré explorateur quand même, mine de rien. Et on retrouve ça chez pas mal d'animaux, comme si c'était un gène qui était pas uniquement chez les êtres humains, mais peut-être chez les animaux, mais si vous êtes observateur, c'est des choses, ça m'a toujours un petit peu choqué. Entre nous, je le remets dans l'herbe bien fraîche et mouillée. Donc c'est un petit peu, les êtres humains, c'est un petit peu pareil, toujours explorer. C'est pas le moteur de tout ça, mais en tout cas, c'est un phénomène scientifiquement connu. Alors, forcément, les hommes, par rapport à ça, ont toujours modifié leur comportement. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise des avions, c'est pour pouvoir encore se déplacer plus rapidement, et puis des fusées pour aller encore plus loin.
Voilà, donc là c'est deux, trois photos d'exemple. Hein. Donc là, on en revient un petit peu, bon là on est plus sur la période peut-être des hommes de Cro-Magnon, hein, mais donc qui partent constamment explorer des sites différents. On peut l'interpréter d'une autre manière, donc ça c'est Christophe Colomb. Bon, c'est pareil, Christophe Colomb, on peut se poser quand même la question. Bon, lui était peut-être confiant dans son projet, mais même tous les gens qui l'ont embarqué dans son projet n'étaient pas sûrs qu'au bout de la mer, tout le monde disait ben, ça a un plan. Apparemment, c'est dommage qu'ils n'avaient pas lu les Grecs, parce que les Grecs savaient que la Terre était ronde, hein, parce qu'ils avaient fait le calcul même, qui était assez précis. Mais eux, apparemment, n'en tenaient pas compte. Mais ils pensaient, il y a des tas de gens qui pensaient à l'époque, au bout de l'horizon, c'était le vide, hein, qu'on allait tomber avec le bateau. Donc, même par rapport à ça, il a quand même pris le risque de partir, au péril de je dis, il fallait quand même en vouloir au niveau de l'exploration. On ne se rend des fois pas compte, c'est un peu difficile de s'imaginer, mais voilà quoi. Hein. Et donc après ça continue. Bon là c'est 1969, enfin non ça doit être un peu plus tard parce qu'il y a trois astronautes. Donc on a bien essayé d'explorer notre système solaire proche, hein, parce que la Lune c'est un satellite, mais voilà, je continue. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Donc quand on sait qu'il y a une seconde, on n'avait pas la lumière, dans une seconde là, bon, ce projet-là, il y a longtemps qu'il sera déjà enterré. Voilà, c'est un projet qui consiste à aller sur Mars. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce projet-là. Hein. Ça va être financé par la télé-réalité. Les pays vont tous financer, où il y aurait des modules de construire, hein, et à chaque fois on peut assembler un module avec un autre module pour fabriquer tout un ensemble une ville voilà, modulaire en quelque sorte. Voilà, alors je dirais par rapport à cette théorie qui consiste à dire l'homme, voire même les animaux, ont toujours voulu explorer. Aujourd'hui, on peut se poser la question, alors ça, c'est un fait qui est scientifique, on l'a souvent cité, hein, qui tend à s'imposer. Une civilisation extraterrestre finirait incontestablement par explorer et se répandre en dehors de sa planète et de son système solaire. Alors, pour comprendre cet élément-là, il faut bien comprendre comment le calendrier qu'on a vu, le calendrier cosmique, hein, où on a dit depuis le début de l'univers à 1 an, et nous, on a la lumière depuis une seconde. Donc, dans une seconde, on va faire des choses incroyables. Mais imaginez dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ça va être encore beaucoup plus incroyable. Donc, si on extrapole ce temps-là, on se dit, ben, forcément, les civilisations, s'il existe une civilisation comme la nôtre, ne serait-ce comme la nôtre, forcément elle est obligée de se répandre. Et elle est obligée d'explorer la galaxie. Donc ça représente des étoiles. Donc forcément, elle va explorer toute la galaxie. Et il arrivera un moment, ça peut prendre du temps. Si vous dites 10 minutes, c'est trop court, on peut le prendre un jour, si vous voulez, ou 3 jours. Mais peu importe, il arrivera un moment où elle aura colonisé la galaxie complète. Et ça, c'est une théorie, on y croit fermement. Donc ce paramètre-là a été repris dans l'équation, hein, c'était le paramètre FC. Alors, je continue. Donc, alors, si on peut se poser la question, pourquoi les gens veulent explorer, c'est un fait, mais est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui peuvent les pousser à agir de cette manière-là? Donc effectivement, on peut trouver pas mal de choses. Hein. Pour les plus importantes, ça peut être une motivation économique. Bon, un cas, par exemple, sur la Lune, il y a l'hélium 3, il n'y en a pas sur la Terre. Ça serait bien pratique pour des tas de choses. Hein. Pour l'industrie, si un jour on est capable de faire de la fusion nucléaire, ça sera vraiment très très intéressant. Et donc de dire, c'est la Lune, c'est près de chez nous, on pourra aller la chercher, et en imaginant qu'il n'y en a pas dans notre système solaire, on peut très bien imaginer aller chercher
chercher beaucoup plus loin. C'est pour ça, donc ça serait une motivation économique, politique, hein, on est lié en guerre, etc., ou religieuse. Bon, religieux, on peut également mettre la curiosité dedans, hein, parce que religieux, ça peut être des religions, d'autres notions qui rentrent dans ce cadre-là. La survie. La survie, effectivement, comment la vie d'une étoile est limitée dans le temps. On avait fait Daniel avait fait une très belle soirée concernant le mois de décembre, les risques de la planète. Hein. Je ne sais plus combien on l'avait cité, mais il y en avait un paquet. Donc, si vous voulez, par exemple, si on sait que le magma doit sortir par une cheminée et envahir toute la planète, on n'aurait pas d'autre choix que de quitter la Terre. Sachant qu'elle serait détruite derrière. Bon, peut-être que ça ne concernerait peut-être pas tout le monde, peut-être qu'il y a des gens très fortunés, c'est ce qu'il faut peut-être avec nos infos, secrètement, c'était dans le film, je ne sais plus dans quel film, où il construisait une espèce d'arche de Noé. Voilà, donc, mais on peut être poussé à quitter la planète pour des raisons. Bon, maintenant c'est pareil, si je raisonne toujours au niveau de mon calendrier, aujourd'hui on ne peut peut-être pas, mais dans 2 secondes, si on sait qu'il y a une météorite qui doit nous percuter dans 10 ans, et qu'on est dans une technologie beaucoup plus avancée, on pourrait développer un programme qui, c'est ça, bon, si vous restez, on meurt, et si on s'en va, même si c'est pour errer dans la galaxie. Donc il peut y avoir vraiment des raisons différentes. Et puis après, bon, il y a la dernière. Bon, la dernière, c'est celle qui est d'actualité aujourd'hui, la curiosité scientifique. C'est aujourd'hui, on va sur Mars, c'est uniquement la curiosité scientifique. Hein. C'est essentiellement le fait de savoir est-ce qu'il y a de la vie. Hein. C'est le moteur principal. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars. Hein. Voilà. Alors là, bon, c'est un exemple fictif. Hein. On voit une autre civilisation hein, qui exploite une planète désertique, hein, parce qu'ils font pousser des salades, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si c'est des salades ou des radis, je ne suis pas très bon, mais dans des tunnels. Hein. Donc ça veut dire que c'est une civilisation qui exploite une planète. Voilà. Alors, toujours dans alors, on a vu les motivations, mais ça peut être vital pour l'humain. Alors, il existe différentes simulations. Alors ça, c'est quelque chose fait un peu scientifique. Hein. On a modélisé, si vous voulez, avec des ordinateurs. Alors, avec des ordinateurs puissants, on peut faire ce type de modélisation. Hein. Et donc, on sait, par les calculs, on arrive à une estimation, c'est réalisable en 10 millions d'années. 10 millions d'années, donc vous allez me dire, c'est énorme, 10 millions d'années. Par contre, je reviens toujours à mon calendrier, parce que ça serait difficile sur le calendrier de ne pas expliquer. Hein. 10 millions, ça doit correspondre à peu près à 8 heures. Donc dans 8 heures, hein, sachant qu'on n'a rien fait entre le mois de mai et le mois de septembre, 8 heures, il y en a. Hein. Donc voilà, de dire 8 heures qu'une civilisation puisse coloniser la galaxie, donc le chiffre, ah ben oui, c'est marqué 8 heures. Il faut peut-être que tu sais bon. Alors, toujours donc, dans les exemples de colonisation, par réplication de robots. Oui, donc ça, si vous voulez, Paul Newman, hein, qui était un grand mathématicien, qui a fait énormément de choses, avait imaginé un système de robots. Hein, bon, il a fait énormément de travaux en logique, en informatique. Et donc, lui, il avait imaginé comment des robots qui sont capables de se reconstruire, se répliquer automatiquement. Donc, bon, comme ça semble un petit peu simple, hein, mais si vous voulez, ça part sous la base d'algorithmes très complexes, à base d'intelligence artificielle, et lui avait formalisé, déjà sous forme de schémas mathématiques, des méthodes qui pouvaient permettre de faire ça.
on n'était peut-être pas capable de faire le robot, mais on avait une méthode pour dire un robot serait capable de refabriquer un autre robot. Donc ça semblait un petit peu incroyable, mais néanmoins, si on fouille, on trouve ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, Israël, hein, qui sont constamment dans la guerre, hein, donc sont un peu au fait du problème, ont comment réaliser un robot à de nouvelles générations qui est d'une redoutable qui est fabriqué à partir de l'intelligence artificielle. Hein. Et ce robot-là, il est capable de se mouvoir comme un serpent. Bon, le serpent, c'est pour des histoires c'est pratique. Ça peut aller aussi bien sur du béton, n'importe où. Et il est également susceptible de se reproduire en cas d'attaque. Donc je veux dire, Newman l'a imaginé, aujourd'hui on le réalise. Bon, c'est peut-être pas des robots comme on voit dans les films de science-fiction, mais les algorithmes aujourd'hui, il faut savoir qu'on est capable. Ça, ce genre d'informations en fouillant, bon, ça demande à fouiller pas mal, parce que c'est un peu, on va dire, top secret, entre guillemets, là. Voilà. Donc ce robot, hein, en cas d'attaque, libère également des lignes répliques de lui-même pour pouvoir poursuivre sa mission. Chaque robot poursuit sa mission et chaque nouveau robot est capable de refaire des répliques. C'est incroyable ça. Oui, c'est vraiment... c'est vrai que quand on y pense... Voilà, hein, donc on est parfaitement en phase avec ce qui a été dit en 1940. Alors, donc on peut imaginer aussi un autre type de colonisation par des vaisseaux générationnels. Donc ça veut dire, c'est un petit peu ce qu'on trouve, vous connaissez peut-être le film L'Odyssée de 2001, hein, où on congèle les gens, on les décongèle quand ils arrivent. Bon, c'est un aspect des choses, mais quand on pense aujourd'hui on sait faire le séquençage de l'ADN, dans quelques années on comprendra comment ça fonctionne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, mais quand on saura comment ça fonctionne, il suffira de faire ça sous forme d'algorithmes, d'emmener les algorithmes dans des vaisseaux qui se baladent, et au moment opportun, avec les algorithmes, construire des bases ADN, qui donneraient forcément des êtres humains derrière. Donc congélation, il existe pas mal de choses, ou congeler très simplement les embryons, ils sont créés sur la planète de démarrage, ils sont congelés, et quand on les décongèle, un petit peu affermis. Hein. Donc Fermi, c'est un physicien, que je ne porte pas dans mon cœur, j'ai fait ça parce que pour la petite histoire, Fermi avait travaillé beaucoup, c'était quelqu'un de très actif sur le projet Manhattan, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était la bombe atomique Hiroshima et plus tard Nagasaki, hein, donc c'est un des fervents à avoir mis en place, parce que des fois on parle d'Einstein, hein, parce que les gens confondent MC2 avec le projet Manhattan, hein, Einstein n'a rien à voir là-dedans, il n'a pas voulu participer du tout à cette histoire-là, donc je le dis quand même, voilà, Fermi c'était, on aime ou on n'aime pas trop, ça dépend comment on voit les choses, peu importe, mais il avait une particularité, c'est le fait que quand on lui posait un problème, lui il arrivait assez rapidement par les chiffres, sans faire de calcul, si vous voulez, à faire des évaluations très rapides. C'est comme, je ne sais pas si vous avez regardé, on n'est pas couché samedi soir, où il y avait Éric Zemmour qui disait comment qu'il y avait les chiffres, ça sera à voir parce que c'est pas mon domaine, mais il disait, je crois qu'il y avait 7 millions d'émigrés, et il y avait Éric Caron qui lui dit oui, mais quand il y a tant de naissances, le chiffre n'est pas possible. Parce que son chiffre était supérieur aux naissances. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de place pour les autres. Donc ça veut dire que très rapidement, vous arrivez à faire un calcul de cohérence. Donc Fermi était un petit peu spécialisé pour ça, et souvent il posait ce genre de choses à ses étudiants, des problèmes
Voilà, c'est une particularité un petit peu connue, là, donc je ne vais pas faire l'historique de Fermi, parce que ce n'est pas le but de la chose, mais voilà, néanmoins. Hein. Donc, par rapport à ça, donc c'est lui qui, à un moment donné, hein, on vient au départ à Berry, là, c'est lui qui, à un moment donné, a dit où sont les extraterrestres. Alors lui, quand il a fait la réflexion, où ils sont les extraterrestres, il pensait aux trois notions qu'on a parlé au préalable, de dire surtout la notion que sur le calendrier cosmique, notre galaxie a été créée au mois de mai. Jusqu'au mois de septembre, notre galaxie a été créée au mois de mai et notre système solaire a été créé au mois de septembre. Et entre ces 4 mois environ, eh bien, il y a des tas de galaxies qui sont créées. Si nous, on avait démarré au mois de mai, on se dit, ben, il y a peu de galaxies avant nous. Mais nous, on arrive très tard. Donc, il se pose la question, dans toutes ces galaxies, comment ça se fait qu'il n'y a pas, par rapport aux notions qu'on vient de voir, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui nous ont envahis. Voilà, comme il posait la question. Hein. Alors donc je résume, hein. La Terre, notre système solaire, hein, est nettement plus jeune de plusieurs milliards d'années, comparé à beaucoup d'étoiles dans notre galaxie. Hein, donc c'est ce que je viens de dire, on ne comprend pas trop pourquoi les extraterrestres sont par là. Alors, si des civilisations technologiques existent dans la galaxie, alors au moins une a développé et a entrepris le voyage ou la colonisation interstellaire. On peut démontrer que la colonisation de la galaxie ne nécessite que quelques millions d'années. C'est ce qu'on a vu au préalable, là, où on parlait de millions d'années. Donc, on devrait avoir des traces autour de nous. Voilà un petit peu comment on pose la question. Alors, donc, on parle du principe que nous ne voyons pas. Bon, c'est sûr que là, par rapport à cette question-là, ça peut poser des polémiques, hein, dans le sens, mais si on se place au niveau de la science, hein, c'est un petit peu ce que nous dit la science. Bon, les histoires d'ovnis sont pour la plupart expliquées par des causes terrestres, humaines, où les traces dont on parle devraient crever les yeux et non pas être fugitives. Hein. À chaque fois, on n'arrive pas quand même à avoir un élément vraiment scientifique, hein, par rapport à ça. Alors donc, là on en revient un petit peu à Carl Sagan, c'est celui qui a fait le calendrier cosmique, et c'est lui qui a, c'est pas tellement, il ne me semblait pas que ce soit Fermi qui ait parlé de paradoxe, c'est lui qui a parlé de paradoxe. Donc quand on dit paradoxe, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait de contradictoire, dans le sens comment on devrait avoir des extraterrestres tout partout autour de nous, et on n'en voit pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de paradoxe. Enfin, que lui a parlé de paradoxe, exactement. Alors, donc, le paradoxe, l'hypothèse de départ est fausse, du fait que nous sommes la seule civilisation technologique et probablement intelligente dans la galaxie. Donc, ça, c'est ce que lui en a déduit. Alors, donc ce qui veut dire, à ce moment-là, tout bonnement, les extraterrestres n'existent pas. Nous sommes la seule forme d'intelligence dans l'univers. Hypothèse la plus probable, je m'entends bien, dans la démonstration là. Maintenant, on peut avoir d'autres versions. Voilà. Donc, alors, l'hypothèse, alors, ça c'est la première chose. On ne les voit pas, c'est tout simplement qu'on est la seule civilisation. La deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que lui appelait, donc là c'est comment Fermi, il appelait l'hypothèse du zoo humain. Donc ils sont bien là, un petit peu comme vous, quand vous allez aux zoos et vous observez des bêtes, hein, les bêtes vous ne voient pas forcément. Hein, donc ça serait un petit peu la même chose, hein, ils n'interviennent pas, ils nous voient, mais ils n'interviennent pas pour des raisons techniques ou spirituelles, hein, où ils n'ont aucune envie d'entrer en contact avec nous.
Ils se comportent comme des visiteurs de la zone. Alors, la troisième hypothèse, ils ne sont pas animés du désir d'explorer ou de conquérir, de coloniser comme les humains. Bon, alors cette hypothèse, elle est moins convaincante parce qu'on n'était quand même pas sur une seule civilisation. Vous vous souvenez, dans le pire des cas, on avait 1000 civilisations. Donc il y en a une qui ne soit pas, qui n'ait pas envie, on le comprend, mais que systématiquement, il n'y en a aucune qui a envie d'explorer la planète, tout celle qui aurait pu exister entre mai et septembre, et qu'il n'y en a aucune qui réagisse comme nous. Donc c'est peu probable. Alors, donc la quatrième hypothèse, bon ça c'est une hypothèse qui est intéressante, on va revenir un petit peu dessus, parce que c'est trop onéreux. Voilà, bon, aujourd'hui, par exemple, comme les lois de l'univers sont les mêmes partout, ça veut dire qu'il faudrait soit qu'ils utilisent un système d'énergie très très puissante, hein. Par exemple, on pourrait penser à la fusion nucléaire, même la fusion nucléaire, attention, la fusion nucléaire, c'est pas la fission. Hein. La fission, c'est ce qu'on fait dans une centrale nucléaire, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, sauf à Fukushima, on maîtrisait moins, mais bon. Et la fusion, c'est ce que vous avez au cœur du Soleil. Hein. Donc la fusion au cœur du Soleil, on arrive à des millions et des millions de degrés, et pour atteindre cette température-là, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un projet, un projet ITER, où tous les pays de l'Europe payent pour essayer de trouver une solution. Mais on n'y verra peut-être pas le jour avant 2020, 2030, enfin, c'est pas trop. Et donc après, il y a l'antimatière, hein, mais l'antimatière, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez fabriquer une partie d'antimatière sur la Terre, hein, on en fabrique, hein, au CERN, on peut en fabriquer des quantités vraiment très 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 petites. Il faudrait de l'énergie, ça serait phénoménal. Hein, parce que la notion d'énergie, il ne faut quand même pas perdre de vue. Par exemple, si je prends une fusée qui était la plus puissante des fusées qu'on a construites, hein, que l'homme n'ait jamais construite, c'était Saturne V. Parce que Saturne V, elle devait emporter de l'air, elle devait emporter vraiment beaucoup de matériel. Et donc, pour vaincre la gravité, il fallait quand même une force incroyable. Et quand elle a décollé, la fusée a utilisé 1/100 de la consommation d'énergie totale de la Terre pendant 10 minutes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en 69, il y avait quand même des voitures, il y avait déjà des centrales énergétiques. Si vous prenez toute la consommation de la planète, ce que ça peut représenter, elle en utilisait, rien que pour elle, elle utilisait 1% de cette énergie-là. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, d'énorme. Alors l'antimatière, si vous voulez, je ne sais pas, il faudrait peut-être 10 000 planètes ou 100 000 planètes comme la nôtre pour avoir une quantité, fabriquer une quantité d'antimatière exploitable. Hein. Donc on peut se poser la question maintenant, est-ce que ça sera possible ou pas? Bon, ça c'est la cinquième, bon, je l'ai quand même mis, mais on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le fait que si à chaque fois on s'autodétruit, et que ça c'est le même scénario avec toutes les civilisations, effectivement, le télescope, tout le monde sait ce que c'est, ça sert à capter des images, un radiotélescope va capter des ondes très précises. Bon, une image c'est une onde, hein, parce que les photos c'est des ondes électromagnétiques, tout est ondes électromagnétiques. Mais néanmoins, ça va être une partie du spectre très spéciale qui correspond pour nous à des ondes radio. Alors, donc, on va pointer des antennes, au lieu de pointer des télescopes, hein, c'est une antenne qui est capable de récupérer des ondes radio. On va pointer des antennes, des endroits précis, sur des fréquences précises, par exemple la fréquence de l'hydrogène. Et à partir de là, on va essayer de recueillir des informations. C'est ce que le SETI va faire, hein, c'est son rôle à lui, hein, uniquement son rôle. Et donc, si on récupère une onde radio, ça veut dire qu'il y a une source de civilisation intelligente qui a émis cette onde radio. Même si on ne pourra jamais avoir de contact parce qu'elle arrive de très loin,
on peut éventuellement la comprendre. Alors, oui, parce que si vous voulez, si on observe la Terre aujourd'hui, et qu'on l'observe dans le spectre des ondes radio, elle est plus brillante que le Soleil. C'est quelque chose d'énorme. Ça brille quelque chose d'incroyable. Bon, ça va pas toujours durer, parce que peut-être que déjà dans 10 ou 20 ans, si vous voulez, tous les gros émetteurs qui permettent d'envoyer des ondes radio, etc., vont être beaucoup câblés. Aujourd'hui, on câble, même entre l'Amérique, on a construit un câble entre l'Amérique, on a construit d'autres derrière, etc. Donc, du fait que dès l'instant que c'est enterré, que ça passe par des câbles, il n'y a plus d'émissions radio. Donc, on peut penser aussi que les civilisations, le signal, peut-être, sur des civilisations dures, 100 ans, 200 ans, et il a tendance à disparaître. Voilà, alors donc, comme ça se passe très simplement, donc on a une coupole qui est dirigée vers l'espace, on a les ondes qui arrivent, qui tapent dans la coupole, ils sont concentrés ici sur le miroir, qui renvoie ça ici, donc ces infos sous forme analogique sont renvoyées ici à une partie informatique qui va digitaliser tous ces ondes-là, et donc au niveau de l'informatique, on va pouvoir digitaliser les informations. Alors, simplement, on va voir quand même que dans ce système-là, ça demande des calculs phénoménaux. Qu'est-ce qui fait ce truc-là? Celui-là, à partir de là, on a un signal analogique. Donc, c'est-à-dire c'est les ondes, elles arrivent comme ça. Mais là c'est difficile d'analyser le signal qu'en regardant par comparaison. Donc, lui, il va les numériser. C'est-à-dire il va les transformer en 1 et 0. Donc c'est des 1, 0, donc après c'est facile de dire c'est telle fréquence, même regarder s'il n'y a pas un signal dedans, une suite de nombres premiers, parce que c'est toujours le truc, voilà. Alors, bon, un exemple de radiotélescope, donc là c'est IBM qui a un projet pour 2024, donc là vous voyez, on va les mettre tous en batterie, donc ça représente une sacrée forêt de radiotélescopes. Et donc on va comment traiter 1 milliard de gigas par jour. Donc un gigaoctet, pour dire ceux qui font un peu d'informatique, un disque d'un téra, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait un disque d'un téra. Sur un disque d'un téra, on est à environ 1000 films. Et donc là, ça va faire 1 million de disques d'un téra de données, 1 million de films si vous voulez, où il faudrait décoder tout ça par jour. Donc ça fait des masses colossales d'informations à traiter. Voilà, donc ça c'est un exemple assez incroyable de radiotélescope. Donc là on va revenir un petit coup sur le SETI. Alors voilà, donc bon, ça c'est ce que je vous ai dit préalablement, que les ondes électromagnétiques d'une planète rayonnent de alors donc de la même manière, si on observe comment une planète est très très loin, on devrait voir ce rayonnement par radio. Et si on a forcément un rayonnement radio, ça veut dire qu'on a affaire à une civilisation avancée, parce que ça veut dire qu'elle utilise un peu les appareils que nous on est capable d'utiliser, radio, télévision, même si ça se passe un peu différemment. Alors, seulement, au niveau du SETI, ça va quand même se gâter un petit peu pour eux, parce que, à un moment donné, bon, il faut, bon, ça c'est un petit loupé, ils vont confondre les lumières d'un avion avec des signaux extraterrestres, ils vont dire on a des signaux extraterrestres, et en fin de compte, bon, ils ont démenti, ils n'ont pas dit, ils ont démenti, mais à ce moment-là, la presse, vous connaissez la presse, comment ça se passe, bon, ça a été vraiment la risée pour eux. La NASA voulait plus trop financer parce qu'il n'y a jamais eu de signaux, il faut dire qu'il n'y a jamais eu de signaux au SETI. Donc eux, ça a été un peu l'occasion, du fait aussi que c'est les politiciens américains qui financent la NASA. Et donc, comme il n'y a pas de résultat, c'est un peu comme partout,
S'il n'y a pas de résultat, vous êtes toujours un peu mal barré. Hein. Donc c'est ce qui est arrivé au CETI. Et donc le CETI, ils n'avaient plus de financement. Voilà. Mais ils n'ont pas pour autant disparu, parce qu'aujourd'hui, il y a des fonds privés, il y a le secteur privé a financé, mais seulement il reste le programme quand même, comme je vous ai dit préalablement, que pour décoder toute cette masse d'informations, toutes ces ondes qui nous arrivent, pour voir si ça comporte des ondes intéressantes, exploitables, ça va demander un travail énorme à faire. Et donc, il va falloir qu'il y ait un data center. Un data center, c'est une forêt d'ordinateurs. Ça revient très très cher. Hein. Et donc là, le CETI n'avait pas tellement les moyens de financer ça. Un groupe d'informaticiens relativement intelligents qui se sont posés la question, au lieu de financer un data center où ça va revenir très très cher, ils ont pensé, si vous voulez, à tous les internautes de la planète, parce que tout le monde a des ordinateurs, et quand vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur, il se met en veille. Et ils se sont dit, quand il est en veille, pourquoi qu'il ne ferait pas des calculs pour nous? Et donc ça se passe de la manière suivante. Vous allez pouvoir télécharger, vous allez sur un site miroir, vous téléchargez un petit bout de logiciel, comme vous pouvez aller sur télécharger.com ou ailleurs, enfin je ne sais pas si on le trouve, mais c'est possible. Vous téléchargez ce petit logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur, vous mettez l'adresse du CETI dedans, parce qu'il peut faire d'autres choses. Il peut travailler aussi, ça a été repris par des mathématiciens pour faire des calculs sur les nombres premiers, entre autres, puis des tas de choses. Vous faites tourner ce petit logiciel, et ce petit logiciel, qu'est-ce qu'il va faire quand vous n'êtes plus là, que l'ordinateur se met en veille? Il va chercher un petit bout de données, un petit peu de données, c'est pas beaucoup, peut-être 5 kilos, hein, et lui va les analyser pendant que vous ne travaillez pas. Puis si vous revenez sur votre ordinateur, il vous donne la main tout de suite. Hein, au lieu d'afficher bonjour sur votre écran, il fait des calculs pour le site. Et ils se sont dit, multiplier les 7 milliards d'ordinateurs, il doit y avoir, je crois, ça doit être un peu plus de 5 milliards de connexions. Ils se sont dit, là, ça sera le plus gros data center au monde. Et effectivement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc voilà, là c'est un petit peu ce que j'ai dit. Le logiciel, entre autres, il s'appelle Boink. Vous pouvez le télécharger sur mon blog, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer un mail et puis je peux leur envoyer directement le logiciel ou ils peuvent le télécharger. Par contre, lorsque l'installation est terminée, il ne faut pas oublier de mettre l'URL qui est ici. CETI-Home, Berkeley, c'est l'école où le CETI dépend directement, où il y a des chercheurs, etc. Donc si vous voulez chercher des extraterrestres, vous avez les éléments. Alors oui, donc le site, je ne sais pas aujourd'hui, parce que quand la presse a dit qu'il a été pris d'assaut, ça date d'un petit moment. Mais je l'ai utilisé, ce petit logiciel, et il fut un temps pour voir comment ça fonctionnait. Mais effectivement, apparemment, il y a énormément de connexions dessus. Voilà. Alors, donc, on a fini pour par rapport aux ovnis. Bon, quand je dis ovnis, ce n'est pas forcément extraterrestre, on s'entend bien. Par rapport aux ovnis, c'est bien quand même d'avoir un esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est un peu pénible sur le net, on voit un tas de choses incroyables. Et les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des choses. C'est vrai qu'il faut avoir un esprit critique. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des cas. Il y a forcément des cas intéressants, mais voilà. Alors, ce qui est dit ici, c'est que ce n'est pas forcément la quantité des faits observés, hein. Ça va être essentiellement la qualité qui sont importantes. Alors, par exemple, un cas où on peut avoir, ça c'était la liste des canulars d'OVNI que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Il suffit
bon, même si vous ne connaissez pas l'adresse, vous tapez dans Google liste de canulars d'OVNI, il va vous donner directement celui-ci ou d'autres raccourcis. Donc ceux-ci sont répertoriés d'une manière scientifique, parce qu'ils avaient fait la une des journées, des journaux, je veux dire, les extraterrestres de Roswell, c'est pareil. Donc scientifiquement, il y a l'explication. Donc si ça intéresse quelqu'un, il faut avoir plus d'informations. Mais alors, par exemple, souvent, on voit dans ce cas-là des gens qui disent j'ai vu comment un point blanc qui est parti directement de l'autre côté en faisant un virage à 90 degrés à une vitesse incroyable. Ça, on le trouve souvent. Alors, il faut quand même savoir par rapport à ça que si la vitesse est vraiment incroyable, ça pose quand même des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, un pilote de chasse, où il est un pilote de chasse bien entraîné, il supporte 10 G. Et 10 G, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Quelqu'un qui n'est pas entraîné, il y a très très longtemps que vous décrochez avant d'arriver à 10 G. Donc c'est quelque chose de large. On va dire à quasiment la vitesse de la lumière, il y aurait ces organes qui seraient tout simplement liquéfiés. Parce que quand vous avez une gravité qui arrive, qui est aussi énorme que ça, vos organes ils se baladent, mine de rien, quand vous êtes soumis à la gravité, et ils s'écraseraient contre les eaux. Donc là, il y a un petit film qui explique mieux que moi, parce que très court, voilà, c'est 1 minute. Suivant cette logique, un pilote de chasse avoisinant la vitesse de la lumière et essayant de virer à 90 degrés à cette même vitesse encaisserait une force équivalente à 300 G. Le maximum qu'un pilote humain vêtu d'une combinaison pressurisée peut encaisser sans s'évanouir est de 10 G environ. Si sa physiologie était vaguement semblable à celle des humains, un pilote extraterrestre encaissant 300 G périrait sur le champ. Ses organes internes continueraient d'avancer et s'écraseraient sur son squelette. Donc, bon, maintenant, si vous voulez, par rapport à ça, on peut éventuellement imaginer des solutions. Bon, peut-être que lui, il s'injecte un gel qui bloque tous les organes, on peut tout imaginer. Mais si vous voulez, c'est pas simple. Si on va avoir un esprit critique, bon, on est obligé d'en tenir un petit peu compte. Alors, on parle souvent de soucoupe volante, mais finalement, en aérodynamique, c'est la plus mauvaise forme, ce qu'on appelle la forme ellipsoïde ou discoïdale. C'est pas une forme, c'est pas la meilleure. Donc, bon, c'est pas trop semblable, mais voilà, maintenant, peut-être qu'eux, ils ont une technologie, encore là, ils ont une technologie peut-être différente qui leur permet d'utiliser ça pour des raisons X, mais voilà, c'est pas la meilleure forme. Donc là, c'est pareil, c'est des petits films à chaque fois explicatifs, des formes d'évolution. La soucoupe volante. À la fin des années 1950, l'armée de l'air américaine teste l'Avrocar. Mais ce prototype a d'énormes problèmes de stabilité. Son aérodynamique offre peu d'avantages. Et il prouve qu'un vaisseau en forme de soucoupe ne peut pas atteindre de grandes vitesses dans l'atmosphère de la Terre. L'aile Delta est de très loin une bien meilleure candidate. Un fait bien connu des concepteurs d'avions de chasse modernes. En fait, les observations d'OVNI décrivant des vaisseaux de forme triangulaire ont augmenté au cours des dernières décennies. Une tendance qui reflète l'émergence des chasseurs à voilure variable et même des ailes volantes, comme le bombardier furtif B-2 Spirit. Les formes observées ont changé au fil des ans, les plus récentes étant le plus souvent triangulaires. Alors, les récits des gens ont réellement tendance à refléter les avions les plus avancés de l'époque. Voilà un petit peu méchant, parce qu'elle dit que finalement, aujourd'hui, on revient, bon, les observations, c'est plus des soucoupes, mais on revient sur des ailes delta. Donc, ce qui voudrait dire qu'à chaque fois, les observations sont en adéquation avec la technologie. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Et puis la troisième petite chose, quand même, qui peut être intéressante de relever,
Donc ça, on en revient, comme tout à l'heure, dans les 5 hypothèses, où on avait mis l'hypothèse qui n'existait peut-être pas de voyage, du fait qu'il fallait embarquer une énergie colossale. C'est un petit peu ce qu'on parle ici. Hein. Ici, on est dans la fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est ce qu'il y a, on va dire, de meilleur comme énergie, pour, on va dire, la plus intéressante, hein, sans parler de l'antimatière. Hein, parce que là, donc même en fusion nucléaire, hein, il faudrait utiliser 55 000 tonnes de pastilles. Donc si on fait le calcul, on s'aperçoit là, on peut tout simplement pas décoller, hein, parce que faire décoller un vaisseau de 55 000 tonnes, hein, donc le calcul a été fait, bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, le calcul avait été fait pour atteindre l'étoile de Barnard, hein, qui est à 6 années-lumière, hein, qui est pas très loin d'ici. Voilà, pour une vitesse de 5% de la vitesse de la lumière. Hein, peu importe, on est loin. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on se déplace, le mieux, on se déplace à 1/10 millième de la vitesse de la lumière. Hein. Donc 5%, c'est une vitesse quand même très rapide. Hein. 1/10 millième, hein, c'est 30 km/s. Bon, on a plus rapide parce qu'on a un voyageur qui, je crois que ça doit être à peu près 60 km/s, mais bon, c'est un peu spécial, il a un moteur au plutonium, hein, qui l'accélère. Voilà. Mais 1/10 millième, bon ben là 5%, c'est une vitesse qui est relativement rapide par 1/10 millième, par rapport à 1/10 millième de la vitesse de la lumière. Alors. Il y a une autre source d'énergie, la fusion nucléaire. La fusion est la source d'énergie du Soleil. Dans le cœur du Soleil, les températures sont si élevées et les atomes se déplacent si vite qu'ils se percutent les uns les autres, créant de nouveaux éléments et libérant de l'énergie. Opposé de la fission, la fusion se produit lorsque deux noyaux fusionnent pour former un noyau unique, plus lourd. Il en résulte une énorme libération d'énergie. Un vaisseau spatial propulsé par fusion nucléaire est étudié dans les années 1970. C'est le projet Daedalus. Sa mission est d'atteindre l'étoile de Barnard, distante de 5,9 années-lumière. Au lieu de bombes nucléaires, le vaisseau a son système de propulsion par fusion à bord, dans une chambre de confinement. Le carburant d'un vaisseau de classe Daedalus consistait en des pastilles de mélange deutérium et d'hélium-3. Elles auraient été portées à fusion par ce que nous appelons des faisceaux d'électrons. Ce sont des électrons à très haut niveau d'énergie qui auraient percuté les pastilles de deutérium-hélium-3, entraînant leur fusion et le dégagement d'une énorme quantité d'énergie. Le concept de Daedalus exigeait de tirer 250 pastilles par seconde pendant plus de 2 ans. Le vaisseau spatial aurait pesé 55 000 tonnes, le carburant représentant l'essentiel du poids. L'excédent de poids d'un tel vaisseau serait élevé. Voilà, là j'ai fini. Donc une perte de génération. Et comme il y a des formules qui existent maintenant sur la durée potentielle d'une génération, que je crois de 380 millions d'années, ou un truc comme ça, ça veut dire que bon, une civilisation a 300 millions d'années pour coloniser et partir dans l'univers. Après c'est trop tard. Avant c'est pas possible. Hein, selon une base, il y a 65 millions d'années, comme tu en as parlé, c'est pas les dinosaures qui allaient monter dans une fusée et faire aller dans l'espace, mais c'était de la vie. Et puis dans 300 millions d'années, on ne sera peut-être pas frais. De toute façon, c'est ça. Et dans 3 millions d'années, on n'existera plus. Si tu prends la vitesse d'Apollo, qui était de 30 km, bon, c'était un peu vieux, mais qui était 30 km/s en moyenne, et le fait de dire qu'on se déplace à 1/10 millième de la vitesse de la lumière,
Donc, si tu prends comment une étoile proche, 2 années-lumière, hein, 2 années-lumière, il faudra 10 000 fois plus de temps. Donc, il faudra multiplier par 30, il faudra 20 000 ans. 20 000 ans pour aller sur une étoile qui se situe à 2 années-lumière. 20 000 ans, ça fait 20 000 ans, ça fait l'ASCO. Imaginez les commandements téléportifs qui avaient ceux qui ont dessiné l'ASCO, parce que l'ASCO était à peu près 18 000. Il y a l'époque est partie, il arrive seulement. Il arrive seulement là, avec son charbon de bois et c'est. Il y a plein de théories aussi qui sont évoquées pour ça, mais je n'empêche pas qu'il y a certainement quand même une vie. On ne saura jamais, je pense qu'il y a des vies, il y a des terres, il y a des rêves habités dans notre univers. Oui, il y a forcément, parce qu'il y a des indices qui le disent, qui sont sceptiques, mais on ne pourra jamais y aller, ou on va. Mais Daniel nous a parlé il y a quelques temps, parce qu'il y a forcément quelque chose. Il y a des étoiles, mais autour, il y a des terres. Il faut. L'étoile comme le soleil, mais autour, il y a de la bière. On a parlé il n'y a pas longtemps de ça. Il faut penser à ce qu'a dit Gérard là, à sa conférence. Comme je l'ai dit au début, moi c'est ce que je dis. Même si on n'y va pas, il ne faut pas tout prendre avec la vie et les civilisations intelligentes. Ou l'intelligence même, je dirais. Je vais même plus loin, c'est l'intelligence. Un dauphin est très intelligent. Une pieuvre est terriblement intelligente. C'est pas pour autant que les développements de civilisation. Oui, parce qu'elle n'a pas assez de durée de vie pour pouvoir transmettre la transmission des connaissances. Il y a la transmission des connaissances et puis il y a aussi l'enregistrement des connaissances. Oui, tout à fait. C'est justement ça. Traitement d'information, la transmission. Traitement d'information. C'est ce qui manque dans certaines civilisations déjà sur Terre, où on sait qu'elles ont existé, on a des traces, mais à la limite on ne connaît pas ni leur langage, ni ce qu'ils ont fait déjà, parce qu'ils n'avaient pas l'écriture. Ça se transmettait de bouche à oreille. Alors, mais dans ce que tu dis, il y a quand même quelque chose de... On ne saura jamais, sûr que ça existe. Voilà, sûr qu'il y a des vies, sûr. Mais... C'est sûr, c'était prouvé, c'était démontré par certains scientifiques, mais on n'ira jamais, il viendra jamais. De toute façon, c'est sûr qu'il faudrait plusieurs millions d'années. Non, mais ça, c'est sûr. Ça. Il y a des échos, il y a des choses qui sont passées qui prouvent qu'il y a de la vie. Il y a même beaucoup de vie, même une étoile qui est comme le soleil, et autour des planètes qui doivent vivre comme nous. Voilà, mais dans cette théorie-là, il faut quand même toujours prendre en compte qu'il y a un gros point d'interrogation dans le sens où, en supposant, parce qu'aujourd'hui, si on prend la vie sur la Terre, qui a démarré il y a 4 milliards d'années, je dis, quand la vie a démarré, on avait des cellules, et à un moment donné, on a l'ADN qui apparaît, on ne sait pas trop comment. Et donc, et la panspermie dont vous n'avez pas parlé. Oui, c'est... Alors cette panspermie, si elle est vérifiée, à ce moment-là, l'univers est ensemencé. Voilà, mais ça ne vérifie pas... La panspermie, je me permets de préciser que la panspermie, c'est justement l'ensemencement de la vie par des choses qui viennent de l'univers. Parce que la grande question qu'on voudrait savoir, c'est si par exemple, parce que même si on a été ensemencé par, on va dire, par d'autres, par des comètes, hein, ça ne dit pas quand même, au départ on a peut-être été ensemencé par, on va dire, des cellules. Non, ce n'est pas des cellules. Ce sont des composants au départ qui arrivent, et après ces composants, grâce à des réactions chimiques, donc il y a la soupe primordiale. Cette soupe primordiale, elle permet le passage, et c'est un passage bien connu, de cette chimie à la cellule. C'est là où il y a le hiatus. Scientifiquement, ce n'est pas démontré, et tous les éléments, disons, qui permettent d'obtenir la physique du carbone et de l'hydrogène, la chimie du carbone et de l'hydrogène, tout ça est présent. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les comètes intéressent beaucoup les
scientifiques actuellement, parce que c'est grâce à ça qu'il y aurait ces panspermies. Voilà. Mais néanmoins, même moi, comme on est ensemencé, hein, on part, peu importe, à un moment donné, on a le passage à l'ADN. Parce que c'est là ça. Voilà, le passage à l'ADN, c'est 500 bouquins de 800 pages avec un logiciel écrit dedans. C'est ça qu'il faut s'imaginer, parce qu'on dit l'ADN. Et on ne sait pas comment c'est venu cette quantité d'informations. Parce que même tout le problème de l'autoréplication, c'est vrai, mais ça, c'est ça, ils ne savent pas scientifiquement. Voilà, on ne sait pas. Et tous les éléments existent, et après, cet assemblage, comment se fait-il? Personne ne le sait. Voilà, parce qu'il faut bien s'imaginer, parce que souvent quand on vient de dire, on a été sur Mars, comment on fait des prélèvements pour trouver la vie, hein, on parle de cellules prébiotiques, mais par exemple, ces cellules-là, ça correspond un petit peu comme si on met Notre-Dame, c'est ça qu'il faut vraiment s'imaginer, c'est si on a Notre-Dame, donc qui a été construit avec des pierres taillées, des vitraux, le logiciel que tout ça tienne en place, et la petite cellule qu'on va trouver sur Mars correspond au grain de sable qui a permis à construire Notre-Dame. Donc entre les deux, il y a quand même quelque chose d'énorme. Hein, c'est sûr, comme c'est tout à l'heure quand je parlais du calendrier cosmique, hein, quand on parle un an, il faut pouvoir se représenter les choses. Au niveau des cellules, c'est pareil. Je veux dire, le passage de la petite... Si vous voulez, il y a un moment donné, c'est un peu comme si vous baladez dans le désert à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, et puis vous shootez dans un oignon qui a une montre. Et à ce moment-là, on pourra dire c'est le vent qui soufflait de telle manière qui a construit la montre, mais il faut construire quand même un logiciel qui fait 500 fois 800 volumes. Enfin, 800 volumes de 500 pages, ou l'inverse, la multiplication commutative, 800 volumes de 500 pages. Il faut construire le logiciel. Et c'est là la question, parce que quand ils vont sur Mars, eux, c'est pas tellement de trouver des petites briques de vie, hein, parce que bon, on sait qu'il y en a sur les comètes. Ça serait le gros espoir, c'est de trouver de l'ADN, et puis de dire, ah ben tiens, l'ADN, elle ressemble à la nôtre, s'il faut le séquençage, elle est 20% ressemblante à la nôtre, ou c'est la même, c'est ça la grande question. Mais le petit grain de sable, finalement, c'était pas tellement une si grande question que ça.